Comoriens. Madame. Bah écoute, j'en dis ça. Tu as effacé tout ce qu'on a dit ou pas? À l'entente de mon propos, je voudrais exprimer mes chaleureuses salutations au peuple comorien qui nous regarde dans cette période difficile pour son avenir. Je m'adresse à vous, partageant avec vous la souffrance qui vous entoure, la souffrance qui vous mine de jour en jour et qui va toujours grandissant. Mais je ne saurais m'adresser à vous sans m'adresser aux partenaires du peuple comorien ou aux partenaires de l'Union de Comores. Par ces partenaires, je parle des États, je parle des organisations internationales, je parle de tous ceux qui, depuis notre indépendance, vous ont accompagnés. Je voudrais leur dire à ces partenaires qu'ils ont été témoins de l'indépendance de l'Union des Comores. Ils ont été témoins de cette indépendance que d'aucuns qualifient d'indépendance inachevée ou pour certains d'indépendance volée. Vous avez été témoins d'une indépendance qui a privé ce pays d'une partie de son territoire et qui, de fait, dès sa naissance, en tant que pays indépendant, a créé une crise dont nous payons encore les prix. Vous avez été témoin de cette indépendance ratée, mais vous avez été aussi témoin du fait que cette nation a connu plusieurs coups d'État qui ont eu, vous vous imaginez bien, un impact négatif, et c'est le moins qu'on puisse dire, pour son développement. Des coups d'État fomentés par des mercenaires qui ont mis à mal la démocratie qui était censée s'installer dans ce nouveau pays indépendant qui s'est inscrit aux Nations Unies en tant que pays composé de 4 îles, mais qui aujourd'hui voit une de ces îles reniée par une ancienne puissance colonisatrice. Ce fut un coup terrible porté à la nation comorienne. Et les conséquences de ce coup terrible, vous en avez été les témoins. Vous avez été les témoins du visa Balladur, qui oblige un Comorien à prendre un visa pour aller dans un territoire comorien. Vous comprendrez avec moi que cela est inacceptable, cela est injuste, cela est intolérable. Et les Comoriens aujourd'hui payent toujours le prix de ce fameux visa Balladur, qui est la conséquence du départ de Mayotte de son entité naturelle pour devenir aujourd'hui un département de la France, département, décisions qui ont été niées, qui ont été dénoncées plusieurs fois par des résolutions au sein des Nations Unies. Mais sans succès. Nous sommes donc dans un pays découpé, dans un pays sujet à différents coups d'État, sujet à différentes dictatures. Et aujourd'hui, dans les mains d'un dictateur qui s'appelle Azali Assoumani. Vous avez été les témoins de son avènement au pouvoir. Vous vivez, comme tous les Comoriens, l'état dans lequel
il a mis notre pays. Voici un pays sans eau. Voici un pays sans électricité. Voici un pays sans système de santé. Voici un pays où les jeunes ont du mal à trouver un emploi. Et qui, de ce fait, traverse le bras de mer qui lie les autres îles à Mayotte pour aller espérer trouver un meilleur avenir, et parfois vont jusqu'en Méditerranée, et beaucoup d'entre eux trouvent la mort. À vous qui avez accompagné les Comores, à vous les États, à vous les organisations internationales, il faut que vous sachiez aujourd'hui que le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte est devenu un des plus grands cimetières marins. Cela devrait solliciter votre confiance. Cela devrait vous interpeller. C'est plus de 10 000 morts, 10 000 jeunes qui sont dans l'eau, qui sont morts dans l'eau, qui sont morts dans les vagues. Et pendant ce temps-là, vous avez regardé ailleurs. La mort est là, vous la voyez, vous l'avez vue, mais vous regardez ailleurs. Et ces jeunes fuient parce qu'à la tête du pays, nous avons un dictateur que certains d'entre vous appellent son ami. Certains d'entre vous lui serrent la main. Certains d'entre vous, parfois, l'embrassent. Nous pensons qu'en faisant cela, vous ne rendez pas service à la démocratie, parce que vous montrez au peuple comorien et par-delà le peuple comorien, toute l'Afrique, que vous avez, pendant ces années passées, été du côté de celui qui tue, de celui qui emprisonne, au détriment du peuple qui veut avoir un avenir meilleur, qui veut avoir plus de démocratie, qui veut un état de droit, qui veut payer moins cher ses produits et qui veut trouver simplement un emploi. Azali Assoumani a pris le pouvoir en 2019, n'est-ce pas, en disant un jeune, un emploi. Il suffit de regarder le bilan pour conclure que cela s'est traduit plutôt par un jeune, une balle. Un jeune, une balle. Tous ceux qui protestent, tous ceux qui manifestent leur colère sont plus ou moins les victimes, soit par emprisonnement, soit par assassinat du dictateur Azali Assoumani. On comprend bien que ce pays ne peut pas se relever avec quelqu'un qui n'a aucun projet de développement. Aussi, il nous a fait miroiter récemment cette histoire de... Comment l'appelait-on, cette histoire, en fait? Cette histoire de émergence dès 2030. Émergence 2030. Quel culot! Comment peut-on espérer qu'un pays soit émergent en 2030 quand on voit l'état des routes, quand on voit l'état de l'aéroport, quand on voit l'état des hôpitaux, quand on voit l'état du système éducatif? C'est simplement un mauvais rêve, pour ne pas dire un cauchemar qu'il est en train de faire vivre aux Comoriens. Alors vous, qui avez accompagné le peuple comorien, vous avez été témoin de tout cela. Vous vivez la vie chère. Vous vivez les coupures d'électricité. Vous vivez l'absence de justice. Vous avez été témoin, il y a peu longtemps de cela, de cet investisseur sud-africain qui s'est pendu. Dans quel pays cela peut arriver? Un investisseur qui veut venir développer un pays et qui, à force de différents refus, à force de demande de bachiche, un beau jour a décidé de baisser la garde et de se pendre parce qu'il avait perdu tout son argent. Cet exemple-là, à lui seul, il suffit à montrer qu'Azali Assoumani n'attirera aucun investisseur. Ou alors, il attirera les investisseurs qui feront en sorte qu'il y ait une part de l'investissement qui rentre dans sa poche. Non seulement dans sa poche, mais aussi celle de son clan.
Vous avez été témoin des élections présidentielles. Certains d'entre vous les ont dénoncées. Ils les ont jugées non transparentes. Certains d'entre vous nous ont promis, attendez, les prochaines, on vous promet, on sera là pour faire en sorte que les élections soient transparentes. C'est ce que vous avez déjà dit pour les présidentielles. Vous nous avez promis cela, mais cela n'est pas arrivé. Azali a volé les élections, au vu et au su de tout le monde. Les preuves ont été exposées au grand public, vous les avez vues, et pourtant vous avez regardé ailleurs. Et certains d'entre vous sont venus à l'inauguration, à l'investiture de celui qui a volé des élections, celui que vous avez regardé sans agir, bourrer les urnes, tabasser des assesseurs et faire en sorte que les bureaux de vote ne soient remplis que de bulletins en sa faveur, mais aussi par des assesseurs en sa faveur. Bientôt, des élections législatives sont programmées. Des élections législatives. On peut se satisfaire de cela. On peut dire, ce n'est pas la même chose que les élections présidentielles. Mais quel est le point commun entre les élections législatives et les élections présidentielles? Il y a juste un point commun, c'est la tricherie qui s'annonce. C'est le vol électoral qui s'annonce. C'est cela le point commun. Et ce que vous avez promis pour les présidentielles, là où vous avez promis d'aider le peuple comorien, je ne parle pas de l'État comorien, du peuple comorien à faire en sorte que des élections justes et transparentes et courent en Union de Comores, cette promesse que vous avez faite, vous devez la tenir aujourd'hui. Il est temps. Il est temps que vous soyez du côté du peuple, il est temps que vous soyez du côté de la population comorienne, il est temps que vous soyez du côté de la démocratie, il est temps que vous soyez du côté de la justice, il est temps que vous soyez du côté du devenir, du développement de la jeunesse et de notre pays. Une grève est annoncée le 16 décembre. Cette grève vient non pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme un point culminant aux souffrances que vit le peuple comorien. Le peuple comorien a faim. Le peuple comorien n'a peu ou pas de nourriture. La vie est chère. Les salaires sont bas. Les Comoriens mangent peut-être, pour certains, un repas par jour. Il suffit de voir un petit peu de l'état physique dans lequel ils se trouvent. Les Comoriens ne se soignent pas dans leurs hôpitaux, ils se soignent en Tanzanie et ailleurs. N'est-ce pas? C'est à vous, maintenant, ceux qui avaient accompagné les Comores depuis son indépendance, ceux qui avaient devant vous tous les événements qui sont déroulés, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous ne pouvez pas laisser les Comores seuls. Vous ne pouvez pas laisser les Comoriens seuls devant un dictateur qui est en train de détruire, et c'est un mot qui me fait mal, de détruire tout un pays et de prendre en otage toute une population, de mettre un point final au développement. Et ce ne sont pas ces projets chimériques d'émergence qui vont aider les Comoriens à sortir de la misère. J'attends de vous, en tant que Comoriens, mais d'abord en tant que Comoriens, que vous pensiez à nous, que vous pensiez aux Comoriens qui souffrent. J'attends de vous que vous arrêtiez de serrer la main, d'embrasser le dictateur. Parce que
Embrasser, serrer la main d'une main tachée de sang, c'est vous tacher vous-même. Le 16 décembre, je reprends, une grève commence. Parce qu'il y a toujours un moment dans l'histoire des peuples où on arrive à ce qu'on appelle le point de non-retour. C'est un point culminant où toutes les colères convergent. C'est un point culminant où toutes les colères se mettent ensemble, où toutes les volontés se mettent à l'unisson pour enfin trouver une solution aux maux qui rongent la population. Le 16 décembre, à vous la population comorienne, à vous les jeunes, à vous les commerçants, à vous les enseignants, vous devez prendre vos responsabilités. Non pas un jour, mais continuez à vous battre en prenant le 16 décembre comme étant une date de départ pour faire en sorte qu'Azali, enfin, quitte son pouvoir, lui et toute sa clique. Personne d'autre ne viendra vous libérer. Personne d'autre, vous la jeunesse, ne viendra vous libérer. Personne d'autre ne vous donnera une université si vous ne vous en faites pas conquête. C'est à vous maintenant, la jeunesse qui n'a pas d'emploi. C'est à vous maintenant, le citoyen qui n'a pas d'électricité. C'est à vous maintenant, le citoyen qui a faim. C'est à vous maintenant de sortir et de faire en sorte que votre colère soit ressentie. On a deux chemins possibles. Et là, je voudrais que la communauté internationale le comprenne bien. On a deux chemins. Soit celui de la paix, soit celui du chaos. Et priez avec moi que les Comoriens ne choisissent pas le chaos. Je vous remercie. Docteur, la convergence nationale pour la libération des Comores appelle aux Comoriens, le 16 décembre, de rester chez eux. Est-ce que ce n'est pas un mouvement comme les autres? Parce que les Comoriens ont connu beaucoup de mouvements. On a vu CNT, on a vu Front commun, on a vu... Je ne peux pas citer tous les mouvements. Convergence nationale pour la libération des Comores. Est-ce que ce n'est pas un mouvement comme les autres ou c'est autre chose, monsieur? Ouais, le mot convergence, c'est un mot qui veut dire, en gros, on est tous ensemble. Hein. Petits, grands, femmes, hommes, on est tous ensemble. On est tous ensemble pour un combat. Ce n'est pas un mouvement politique. Hein. C'est un concept. C'est un peu comme liberté. Hein. C'est le mouvement pour la liberté. Donc là, on oublie les différences. On oublie qui appartient à tel parti, qui est grand, qui est petit, mais la seule chose que l'on retient en commun, ce qui est commun, c'est la volonté de nous débarrasser d'Azali. Si tu es contre Azali, si tu veux te débarrasser d'Azali, alors tu vas converger avec les autres. Le mot convergence est un mot mathématique parfois. Moi, je suis matheux. J'aime bien ce mot-là, parce que on dit qu'une suite converge lorsqu'elle aboutit à un résultat. N'est-ce pas? Elle grandit, et puis, à un moment donné, elle apporte un résultat. Et cette convergence, nous attendons d'elle qu'elle aboutisse à un résultat. Il n'y a qu'un résultat possible. C'est qu'Azali s'en aille. Et tant que ce résultat ne sera pas obtenu, on ne reste pas, mon ami, dans nos maisons. On est dehors. On se bat. On se bat. Voilà. Donc ça, c'est le sens du mot convergence. Que les gens ne se laissent pas, comment dire, tromper par les mots. Les mots sont des mots. Hein, mais ce qui est important, c'est la volonté. Et dans convergence de l'union de l'opposition, de tous les opposants, de tous ceux qui ne veulent pas d'Azali, là, le mot, c'est convergeons et soyons ensemble. Mais ce n'est pas un parti politique. Et j'ai répondu à la question. Bonsoir, docteur. C'est Dassan de Chaîne Libre de Comores. Chantez, c'est Dassan. On a vu que vous avez fait un appel à la communauté internationale. Qu'est-ce que vous attendez à cette communauté internationale, docteur, Alors, pour surtout cette journée spéciale?
je te remercie de la question. J'ai cru avoir apporté une réponse et manifestement je n'étais pas assez clair. Nous dépendons beaucoup de la communauté internationale. Par des dons, par des aides, etc. Donc la communauté internationale a un rôle important à jouer pour obliger Azali à agir dans le sens de notre volonté. J'imagine que si la France, qui aide avec beaucoup d'argent Azali, avec une aide qui n'arrive pas aux bénéficiaires, vous le savez ça. Je vous juste une parenthèse. Je me souviens toujours de cette conférence de presse entre le représentant de la Commission européenne et l'ambassade de France, où il dit clairement et en public, on ne peut pas faire grand-chose ici parce que la corruption, vous vous souvenez de cela? Cela a été dit en public. Donc, ces partenaires qui ont été avec nous depuis le début, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus continuer à aider quelqu'un qui ne fait qu'une chose, quand on lui envoie de l'argent, c'est l'utiliser pour lui ou pour massacrer sa population. Donc j'attends aujourd'hui qu'il change de braquet. Le braquet, c'est « nous sommes avec le peuple ». Nous ne sommes pas avec les dictateurs. C'est le cri que disent les jeunes Africains, que poussent les jeunes Africains. C'est le cri que les jeunes Africains demandent à la France, aux États-Unis, à tous ces pays, effectivement, qui sont en Afrique, donc qui sont aussi chez nous, de faire en sorte que leur aide, que leur pouvoir, leur influence soit dirigée vers un pays, le nôtre, en paix, où l'état de droit prédomine et où enfin l'économie se développe. Donc ce que j'attends le 16 décembre, c'est que les communautés internationales joignent leur cri au nôtre et qu'ils puissent dire nous avons compris la colère de ces gens, nous les avons compris, Azali. Il faut que tu fasses quelque chose, tu ne peux plus continuer à marcher sur cette population. Sinon, on ne fournit plus d'aide. Moi, c'est ce que je dirais, si je veux être cohérent avec moi-même. Je ne vais pas continuer à te fournir une aide si tu tues la population. C'est contraire à mes valeurs. Voilà ce que je dirais. Donc c'est ce que j'attends d'eux. Qu'ils crient avec nous, qu'ils agissent sur Azali et qu'ils le menacent à suspendre leur aide si jamais il ne va pas dans le sens de la démocratie, s'il ne va pas dans le sens des valeurs partagées par les Américains, par les Français, par tous ceux qui sont conformes à la Charte universelle des droits de l'homme et qui aiment la justice. Voilà. Et j'ai répondu à ta question. Docteur Zilé, on a vu que lors des précédentes élections, on a vu que la communauté internationale a bien vu les images qui ont circulé sur les réseaux partout, parce que même le président des observateurs avait dit que nous, on est là pour voir le déroulement des élections, mais pas pour commenter des images. Et aujourd'hui, vous en appelez à la communauté internationale. Concrètement, est-ce que vous pensez que la communauté internationale agit selon les événements à géométrie variable? Parce qu'il y a des pays où elle impose sa voix, mais il y a d'autres pays, elle n'impose pas sa voix. Qu'est-ce que vous pensez des Comores? Alors, mon sentiment, c'est que la communauté internationale ne bougera pas si nous ne bougeons pas. Jamais. Ils bougent quand ça bouge. Parce qu'enfin, ils se disent, ah, ces gens-là veulent se libérer, vraiment, ils sont prêts à perdre leur vie pour ça, alors je vais les aider. Mais si on y va mollement, hein, à faire des petites manifestations par-ci, par-là, des petites manifestations où il suffit de quelques gaz lacrymogènes pour que les gens soient dispersés, pensez-vous qu'ils vont bouger? Jamais. Tout le monde a vu que ces élections ont été volées. Mais il n'y a eu que quelques jeunes qui ont bougé, dont un a été tué par balle. Mais les autres, qu'ont-ils fait les autres? Qu'ont fait leur père, qu'ont fait leur mère, qu'ont fait leur maman, leur soeur? Mon ami,
Rien. Qu'est-ce que vous voulez que les États-Unis viennent bouger quand ils voient que les parents de ce jeune homme ne bougent pas? Donc il n'y a qu'une chose. Là, j'ai fait appel à la communauté internationale, certes, mais elle ne bougera pas si nous restons immobiles. Au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, les communautés bougent. Pourquoi? Parce que les jeunes descendent en masse dans la rue. Ils acceptent de recevoir les balles. Alors on va dire, mais t'es tranquille là-haut, t'es assis sur ton fauteuil, tu dis à nos enfants qu'il faut qu'ils... Non, je dis à ces enfants, de toute façon, votre avenir, il est fichu. Il est fichu. Vous ne saurez rien avec cet homme-là. Alors tant qu'à faire, faites-le courageusement, comme des hommes, et faites en sorte que cette dictature prenne fin. Donc, à ta question, je reviens. La communauté internationale avait promis d'être présent, de surveiller les élections présidentielles. Elle a failli. Elle a failli. Parce qu'ils nous ont envoyé cet observateur-là de l'Union africaine, là, hein, qui lui, manifestement, dans la mesure où Azali était président de l'Union africaine, ah mon Dieu. Voilà donc un président, le seul président de l'Union africaine qui a été rejeté, déclaré persona non grata par 2 pays africains. C'est le premier, hein, c'est une histoire. Hein. La honte pour nous, hein, la honte. Et il ose dire qu'il a fait quelque chose d'important, alors que finalement il s'est servi du budget de l'État pour satisfaire une ambition personnelle. Donc, les États-Unis, parce que je pense que ce sont eux qui ont beaucoup parlé en termes de surveiller les élections, de faire en sorte qu'elles soient transparentes. Mais j'attends que maintenant ils tiennent leurs promesses. Puisqu'il va y avoir des élections. Je suis persuadé que si rien n'est fait, le coup est joué d'avance. Si le coup est joué d'avance, voilà ce qui va se passer. On va voir une Assemblée nationale monochrome. On va voir le fils d'Azali, président de l'Assemblée nationale. Azali va démissionner parce qu'il est malade. Et selon la Constitution, qui prend le pouvoir? Son fils. Donc Azali est en train de préparer un coup pour faire de ce pays un pays monarchique. Vous me suivez? C'est grave. Avant on avait des sultans, maintenant on va avoir un roi. C'est grave. Et c'est ça. C'est ce que Azali est en train de faire. Et j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on voit qu'il y a des intentions qui font que le fils du président veut succéder à son père? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? C'est ce que je viens de démontrer là. Je viens d'apporter la démonstration que le père est en train de préparer le terrain pour son fils. Et le raisonnement est le suivant. J'organise les législatives. Je mets mon fils en tant que candidat. Je le fais gagner. Et au sein de la Chambre, des députés, je fais en sorte qu'il soit président de l'Assemblée. C'est clair là? Et après, je démissionne. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il aille se soigner. Après, je démissionne. Et donc, selon la Constitution, qui prend le pouvoir, c'est son fils. Voilà. Et là, on va se retrouver avec le fils, dont le frère est aussi commandant de la gendarmerie. Ils vont verrouiller le législatif et le militaire, la force. Hein. Et nous, pauvres, misérables comme rien, on va encore continuer à faire nos petites manifestations, à nous diviser. C'est pour ça que l'unité est importante. L'unité des volontés. L'unité des volontés. L'unité des courages. C'est pour cela que le moment où je vous parle, ces 2 unités, ces 3 unités doivent se mettre ensemble. C'est le moment ou jamais. Comme disent les Anglais, time is up. L'heure est arrivée. C'est le moment de se libérer. C'est le moment d'oublier la peur. La peur. Y a-t-il plus grave que la peur? Y a-t-il plus, comment dire, plus esclave qu'un pays qui a peur? On peut faire d'un peuple qui a peur tout ce qu'on veut. Et Azali joue sur la peur des gens.
Mais moi, je suis rassuré, voyez-vous, parce que dans toutes ces choses-là, on peut voir des lumières, des lueurs d'espoir. Quand j'ai vu Fanou, j'ai dit que la peur, à un moment donné, pouvait changer de camp. Quand j'ai vu, dans l'histoire de Selim, je me suis dit que la peur pouvait changer de camp. Quand je me souviens de Faisal, je me suis dit que militaire, hein, aux ordres, hein, homme aux ordres, hein, mais qui en avait marre et qui avait envie que ça change. Et là, j'appelle les militaires qui sont aux ordres, qui battent tous les matins 1, 2, 1, 2, 1, 3. Pourquoi faire? Pour avoir un petit salaire, des petits avantages, et pendant ce temps-là, leur famille souffre. Et ont-ils un cœur, ces militaires? Moi, à leur place, je dirais, attendez, les amis, faisons en sorte que les choses changent, comme certains militaires le font en Afrique. Hein? Changeons la donne. On ne peut pas aller loin, parce que nous, militaires, nous allons faire des enfants. Ces enfants n'ont pas d'école. Ces enfants n'ont pas d'hôpital. Et vous allez rester comme ça, alors que le monde de vos enfants est en train de s'écrouler. Vous ne pouvez pas faire cela. Il faut, vous, militaires, que vous changiez. Petit ou grand militaire, il faut que vous changiez. Il faut que vous bougiez. Il faut que vous mobilisiez. C'est votre heure maintenant. Si vous bougez en tant que militaire, vous bougez aussi en tant que peuple comorien. Parce que vous êtes là pour défendre le peuple comorien. Vous n'êtes pas là pour défendre la dictature. N'est-ce pas? Votre rôle, c'est de nous défendre, pas de nous tuer. Et défendre, c'est ça, votre destin. C'est à cela que vous devez vous attacher. Et défendre, ça veut dire que vous devez refuser ce qui se passe autour de vous. Vous devez refuser cela. Et vous avez plusieurs moyens pour le refuser. Donc pour moi, il y a une lueur d'espoir. On n'a pas connu une dictature pire que celle de Ben Ali. Vous vous souvenez de Ben Ali? Moi, j'ai visité la Tunisie plusieurs fois. J'étais en mission plusieurs fois. C'était difficile de parler dans les rues. Hein. Il y avait des espions partout. Il y avait des flics partout. Les gens se disaient, Ben Ali est là pour des décennies, encore des décennies. Sa famille s'accaparait toutes les richesses, sa femme surtout. Un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Une étincelle. Cette étincelle, c'est celle d'un jeune qui a été bousculé par un policier parce que celui-là ne voulait pas que son chariot soit stationné. Vous vous souvenez de cette histoire? Qu'a fait ce jeune? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez lui, il a pris un bidon d'essence et il est venu s'immoler. Et à partir de là, les étudiants, sur Facebook, hein, ça connaît sur Facebook, se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où un jeune s'immole? Donc ce jeune est devenu un symbole. Et Fanou, ou notre Fanou, peut rapidement devenir un symbole et faire en sorte que les jeunes bougent. Parce que les jeunes ont l'énergie, les jeunes ont la force, les jeunes ont la témérité. Et si les étudiants, si les lycéens, comme nous l'avons fait en 68, nous, lorsque nous sommes battus pour que les colons partent, à l'époque c'était Mkolonalawe, hein, ça a commencé par des lycéens hein, qui sont allés manifester dans les rues, devant le Haut-Commissariat de la République française, qui ont été matraqués, qui ont été battus, hein, et qui ont été certains emprisonnés, mais nous sommes allés. Nous n'avons pas eu peur des coups. Vous voyez? Nous sommes allés. De toute façon, personne d'autre ne vous libérera, vous la jeunesse. Personne. Votre avenir est dans vos mains. N'est-ce pas? Donc les jeunes, qui sont l'avenir du pays, qui sont la force du pays, les militaires qui sont là pour nous défendre, vous pouvez agir ensemble avec la population pour faire en sorte que cette dictature s'arrête. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Une question. Tadjidine Bemasson. Docteur Zile, vous avez fait une déclaration d'une ville morte aux Comores. Une ville morte aux Comores. De quelle ville vous parlez aux Comores? Est-ce que c'est Moroni? C'est le pays. Ah, c'est le pays? C'est le pays. Ok, d'accord. Ah non, c'est le pays. Est-ce qu'il y aura une autre déclaration
aux Comores suite à votre déclaration ou pas? J'espère que non. J'espère que ça sera la fin. Ok. Il n'y a pas de vos collègues qui sont sur place, qui vont prendre les relais, mobiliser, Non. expliquer la population? Tajidine, je prie que ce soit la fin. Donc quand tu me dis est-ce qu'il y aura une déclaration, j'espère que ce sera la fin. D'ici les 16? Non, non. Le 16 et au-delà. J'espère que c'est le début de la fin. Ok. Moi je vais quand même, parce que c'est intéressant ta question, Tajidine. Je ne suis pas dans la guerre des déclarations. Là, ce que j'appelle aujourd'hui, c'est la guerre des actes. N'est-ce pas? Les déclarations, c'est du papier, communiquer, etc. etc. C'est pas ça qui va dégager Azali. Lui, il bouge ses oreilles et puis il s'en fout. Ce qui va faire bouger Azali, ce sont les actes. Donc, les déclarations appellent à l'acte, mais ce que nous voulons, ce sont les actes, pour que le 16 soit le début de la fin. Et j'ai répondu à ta question. Il était journaliste, hein? Cher docteur, on est ravi de suivre l'ensemble des informations et de cette déclaration qui porte beaucoup d'importance à la jeunesse comorienne. Ma question revient sur un point essentiel que vous l'avez tracé à travers l'argumentaire que vous avez présenté, c'est-à-dire la question de la communauté internationale. Cet appel, bien évidemment, nous ressentons que la profondeur de votre appel appelle particulièrement la jeunesse comorienne. Et ces jeunesses s'interrogent sur la position qu'a pris l'opposition comorienne d'une manière générale vis-à-vis de la communauté internationale qui est aujourd'hui. Étant donné que la communauté internationale ne s'arrête pas sur les États-Unis et la France, mais nous constatons bien aujourd'hui que beaucoup de pays ont fait le choix d'une observation concrète sur un bloc sud uni qui est en quelque sorte sous l'influence de la Chine et de la Russie et le bloc états-unien. Est-ce que l'opposition, par le biais de ce mouvement qui cherche à rassembler, va prendre l'initiative d'aller voir l'ensemble de la communauté internationale pour qu'ils puissent trouver une solution globale pour que cette question comorienne devienne véritablement une question internationale et que tous les influences puissent vraiment converger et trouver une solution pacifique à la nation comorienne. Merci. La réponse est dans ta question. Bien entendu, dans ce combat, il y a le combat sur le terrain, en local, les gens qui manifestent, les gens qui se battent, etc. Puis il y a le combat diplomatique. Le combat diplomatique doit être organisé de manière à ne négliger aucun partenaire potentiel. Si la Russie peut nous aider, let's go. Allons-y. Si la Chine peut nous aider à nous libérer, allons-y. Ok? Voilà. Donc, moi, je demande à toute l'opposition de considérer ce cas-là et de faire en sorte que ceux qui peuvent nous aider soient sollicités. Moi, je reste admiratif devant le travail que fait Céd Larifou. On le voit régulièrement en train d'agir au niveau international. On l'a vu récemment au Sénégal, en train de faire manifester des jeunes avec des images d'Azali où on dit nous ne sommes pas pour les dictateurs, etc. Ça, c'est une honte. Diplomatiquement, c'est une honte. Et il y est allé quand même, parce que ce type n'a aucune honte. Aucune honte. N'ayant pas de honte, c'est le Comorien qui n'a pas honte. En fait, ce qui est terrible, c'est que ce type nous fait honte à tous. C'est ça qui est terrible. Moi, quand je vais dans les réunions, comme dit, t'es Comorien, oh, mon Dieu, que je te plains. Ah, heureusement que tu as laissé la cante, hein. Et c'est vrai, heureusement que nous avons laissé la cante. Mais sinon, nous serions tous honteux. Nous sommes le pays qui, après tant d'années d'indépendance, nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous avons un lycée pourri. Et en plus, le lycée où Azali a fait son bac, hein, et ça a passé son bac, semble-t-il. Ce lycée est pourri. Même un coup de peinture ne vient pas agrémenter ce lycée qui a vu passer tant et tant de brillants élèves, qui était un des meilleurs lycées de l'océan Indien. Mais Azali a fait le maximum pour le dégrader. Aujourd'hui, c'est devenu un parc à chèvres, parfois. C'est pour ça que je reviens vers la jeunesse. Je reviens vers le lycéen.
Rien ne peut se faire sans eux. Ils ont l'énergie, ils ont le courage, ils ont la témérité. Et eux, en laissant les choses telles quelles, ils ont à perdre beaucoup plus que toi et moi qui avons un certain âge. N'est-ce pas? En tout cas, moi, toi, tu es encore jeune. Ils ont beaucoup plus à perdre. Leur avenir est sombre. Celui de leur famille aussi. Ils n'ont plus de liberté. Ils ne peuvent pas manifester. Ils n'ont pas de justice. Ils ont faim. Ils n'ont pas d'énergie. Ils n'ont pas d'eau. Enfin, je pourrais faire une liste qui, à un moment donné, va me faire pleurer. Hein? Mais j'ai le courage quand même d'aller au bout. Ce pays va mal. Ce pays a mal. Et seule la jeunesse, à mon avis, a la possibilité aujourd'hui de la faire bouger. Seuls les militaires ont aujourd'hui la possibilité de le faire bouger. Seuls la jeunesse et les militaires, les jeunes soldats ont la possibilité de faire bouger ce pays. Et tout cela dans une volonté d'instaurer une démocratie, de restaurer l'état de droit, de revenir à l'ordre constitutionnel des accords de Fomboni. Hein, tous ces accords qui nous ont apporté, bon an, mal an, paix et stabilité. Ces accords doivent revenir. Voilà. C'est bon? Docteur, nous revenons à la journée du 16 décembre. Vous savez très bien que les Comoriens, ils sont divisés. Oui. Majorité qui soutient le régime d'Azali Assoumani. Majorité. Une majorité. Oh ben non, il n'y a qu'une majorité. Une partie, voilà. Une partie qui soutient le régime et une partie qui sont dans l'opposition, disons. Quel adjectif a donné la journée du 16 décembre? Et quel message? C'est le début de la fin. Voilà. Et quel message à dire aux Comoriens? C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Le 16, vous allez vous libérer. Vous n'allez pas que manifester, vous allez vous libérer. Vous allez sortir de votre torpeur. Vous allez oublier la peur. Vous allez faire appel à votre courage. Vous allez vous souvenir de vos ancêtres qui sont battus. Moi, j'en ai un qui s'appelle Karizambo. Il s'est beaucoup battu. Lui, il s'est battu. Il est mort dans les champs de bataille. Il n'a pas eu peur. Il a accepté la mort. Et ses ancêtres doivent nous donner l'exemple. Parce que chaque fois, quand on fait quelque chose, on regarde ce qui s'est passé. Et on prend exemple sur ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas des lâches. Et le 16 décembre, il faut que nous montrions que nous ne sommes pas des lâches. Et qu'il ne peut pas continuer à nous écraser. Parce qu'il dit, oh, de toute façon, ces gens-là, je peux faire de ce qu'ils veulent. Enfin, ce que je veux, pardon. Je vais faire de ce que je veux. Ils ne bougeront pas. En plus, il suffit que je leur donne 10 000 francs, et puis c'est gagné. Il faut que cette mentalité disparaisse. Et j'attends que le 16, mais dès maintenant d'ailleurs, j'attends dès maintenant que les Comoriens retrouvent dans leur poitrine, dans leur cœur, les vraies valeurs de l'humain. Celui qui veut être libre, celui qui accepte de se défendre, celui qui n'a plus peur du dictateur. Voilà. Docteur Zilé, de la question. Qui va diriger l'opération ou l'appel du 16 décembre aux Comores? Vous êtes en France. Qui sera à la tête de cette opération le 16 décembre aux Comores? Alors, tu me poses une question. Je pense que tu as compris qu'il s'agit d'une convergence là. Hein. Une convergence, c'est un ensemble de groupes, de personnalités, d'individus qui se concentrent qui collaborent pour agir dans un but particulier. Il y a un style de management qui s'appelle le management collaboratif. Les entreprises pratiquent ça très très bien. Le management collaboratif arrive à consolider beaucoup de gens qui ont des divergences pourvu qu'ils aient un projet commun. Et c'est dans le cadre de ce projet commun que les responsabilités sont allouées. Moi, dans les entreprises, j'ai appris cela. Il arrive même parfois dans des projets où le chef de projet était quelqu'un qui travaillait sous ma responsabilité. Parce qu'il avait les meilleures expertises. Je pense que c'est ce qui va se passer. L'équilibre va se trouver sur le terrain. Ils vont s'organiser en conséquence en fonction de projets qui vont définir en équipe, avec des objectifs qui vont définir en équipe.
Voilà. Donc le chef, oui, il met des chefs de projet, pas des chefs de... Ok? Pas des chefs de projet. C'est-à-dire des gens qui vont se dire, je veux prendre la tête de ce projet pour le mener à bien. Et je veux le faire avec un tel et un tel. Nous partageons ensemble le même destin, le même dessein. Nous convergeons. Une dernière question pour moi. Quelle est l'idée? Parce que d'habitude, on appelle le peuple de descendre dans la rue, mais vous avez eu l'idée de dire plutôt de descendre dans la rue, restez chez vous. Mais quel est le message? Quelle est l'idée? Pourquoi? Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils restent chez eux. C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne l'ai pas dit. Moi, j'ai dit que le 16, c'est le début de la fin. Donc, le début de la fin, tu ne restes pas chez toi. J'ai dit, le 16, tu restes pas. En gros, tu ne vas pas au travail. Quoi. Le mot rester chez vous, ça veut dire que tu ne vas pas au travail. Mais ça ne veut pas dire que tu ne descends pas dans la rue. En fait, il aurait fallu remplacer ce mot-là par tu ne vas pas au travail. Voilà. Mais ça veut dire que tu vas aller dans la rue. Et celles qui n'ont pas de travail. Ah, c'est encore mieux. Ils vont descendre. Les jeunes qui Alors là, moi, travaillent si pas. j'étais à leur place, je serais le premier à descendre. Les jeunes qui travaillent pas, vous leur dites quoi? Les jeunes qui travaillent pas, qui n'ont pas de travail. Si vous voulez continuer à ne pas avoir de travail, restez chez vous. Ok. Les enseignants qui seront menacés si Hein? les enseignants qui seront menacés si ils n'allaient pas travailler ces jours-là, par exemple. Mais Par tout le le monde- régime. Oui, mais c'est... alors, Il y a les tu, médecins. tu penses que l'on peut se battre sans recevoir des coups? Tu penses? Chaque fois, on sort ça. Si va là-bas, on va te mettre en prison. Tu penses qu'on peut se battre sans recevoir des coups? Moi, je suis né à Fungoni. Il y a un endroit qui s'appelle le Hitsoni. Tu y vas parce que tu acceptes de recevoir des coups. Mais quand tu reçois des coups, tu te relèves pour continuer à te battre. C'est ça la vie. La vie, tu reçois des coups et tu te lèves. Si tu penses que la vie est un long fleuve tranquille où tu vas à chaque fois avoir des bisous, des félicitations, etc., ben tu restes chez toi, comme tu dis. Mais si tu veux te libérer, si tu es un homme, mais homme pris au sens général, les femmes sont là-dedans, hein, si tu es un homme, alors tu te défends, alors tu acceptes de recevoir des coups, tu acceptes de souffrir, mais tu sais que ta souffrance va engendrer un mouvement de résistance et qui fait que tes souffrances ne sont pas vaines. C'est une sorte de référendum, docteur. Ceux qui sont pour ou contre le régime. Oh, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Le référendum, ça a une connotation élective, quoi, en somme. Là, on ne va pas dans des élections. Là, on va se battre. Okay? Mais bien entendu, si tous ceux qui descendent dans la rue, bien entendu, ils sont contre Azali. Hein? Voilà. Mais ce n'est pas un référendum, au sens stricto sensu. Hein? C'est la convergence des volontés. Okay? On ne va pas voter. Hein? Okay? Ce jour-là, on va se battre. Et ce n'est pas dans un référendum qu'on se bat. Ok? Donc moi, je récuse le mot référendum. Je pense vraiment que... parce que c'est connoté élection, etc. Là. Non. Vraiment, le 16, on commence à se battre. En masse. Alors, bien entendu, plus on sera nombreux contre Azali, plus Azali comprendra qu'il est presque tout seul. Il est tout seul. D'ailleurs, il est tout seul. Docteur Zilé, après le 16, le 17, le 18. C'est quoi la suite? Le 19. La réaction, Le départ d'Azali. déclaration aussi. Le départ d'Azali. Les mouvements Le continuer non, jusqu'au bout. non, j'ai dit tout à l'heure, Tadjidine, que pour moi, c'est le début de la fin. Pour moi, hein, c'est un vœu que je formule. Hein. Maintenant, les événements vont peut-être me contredire. Mais ce que je voudrais, que ce jour-là, ça soit le début des mouvements de libération, où toutes les volontés convergent, c'est ça que je voudrais. Et ce n'est pas les communiqués qui vont faire en sorte qu'Azali s'en aille. Okay? Ce ne sont pas les communiqués. C'est bien autre chose. C'est le courage. C'est la témérité. C'est la volonté. Voilà. Et donc je voudrais que le 16, ces valeurs qui amènent à la libération d'un homme, d'un peuple, ces valeurs-là soient dans les poitrines des Comoriens. Voilà ce que je voudrais. Et que ces valeurs-là les conduisent à libérer le pays.
plus clair. Voilà ce que j'avais envie de dire. Parce que on croit que le peuple comorien est un peuple de lâches. J'entends ce mot-là souvent. Je pense que non. Je crois que non. Les Comoriens ont fait la guerre, 14-18, 39-45. Ils ont libéré une partie de la France. Il y a des exemples de Comoriens qui ont été valeureux au combat. Donc les Comoriens ne sont pas des lâches. Les Comoriens sont courageux. N'est-ce pas? Donc il faut changer cette mentalité. Parce que ça nous donne l'impression que, oh, de toute façon, il peut faire de nous ce qu'il veut. Hein? On ne bougera pas le petit doigt. Parce qu'on a peur de la prison. Parce qu'on a peur des matraques. Parce qu'on a peur des coups. Non. Je pense que le 16, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est que ce jour-là, ce soit vraiment le début de la fin. Est-ce que vous allez travailler ces jours-là? Est-ce que je vais? Vous allez travailler ces jours-là ou vous allez rester à la maison par solidarité? Si je pouvais me téléporter aux Comores, je le ferais. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir magique. Lorsque les résistants de la France libre étaient à Londres, ils se battaient à Londres. Ils mobilisaient ceux qui étaient à l'intérieur. Okay? Donc, il ne faut pas opposer ceux qui sont dedans avec ceux qui sont dehors. Ils agissent dans une pleine solidarité. N'est-ce pas? De Gaulle, mais attendez, je ne veux pas me comparer à De Gaulle. Mais il avait envoyé sur le territoire un certain Jean Moulin pour unifier la résistance. Mais c'est la résistance locale qui va agir. Vous connaissez l'affaire de Ibn Assouya, hein? On ne peut pas cuire un plat à distance. Hein? Nous ne pouvons que chauffer le feu, hein? Mais le feu est là-bas. Il n'est pas chez nous ici. Nous pouvons aider. Hein? Nous pouvons, comme nous le faisons, sensibiliser. Continuer à sensibiliser, leur dire que nous qui vous envoyons de... Parce que quand même nous faisons ça. Hein? Nous vous envoyons de l'argent presque chaque mois. Il faut maintenant que vous preniez en charge. Vous voyez? Vous preniez en charge. Vont-ils entendre ce message? Vont-ils entendre que ceux qui leur envoient de l'argent chaque mois leur demandent maintenant de prendre leur destin en main? Imaginez un seul instant. Un seul instant. Que nous arrêtions d'envoyer de l'argent chaque mois. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? La faim? La famine? Pour les gens qui ne sont pas payés? Parce que nous sommes devenus des pansements. C'est-à-dire, quand l'autre n'est pas payé, hein, pendant 3 mois, ben, c'est pas grave, j'appelle mon cousin, mon frère qui est en France, il m'envoie un peu d'argent, comme ça j'attends, je ne rouspète pas. Mais je suis persuadé que si on n'envoie pas d'argent pendant 3 mois, alors là, les gens vont sortir de leur léthargie. Mais je sais que ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc il faut trouver autre chose. J'en ai parlé tant de fois. On a même parlé d'arrêter d'aller aux Comores pendant 1 an, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres solutions qui réveillent le peuple, qui enlèvent la peur. L'union, ensemble. Alors, l'union, c'est un mot formidable. Mais toutes les unions ne se valent pas. Il y a des unions, des unités, qui peuvent avoir des composantes qui passent du temps à se chamailler. On l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu ça. Et dans ce cas-là, l'unité ne fait pas la force. L'unité enlève la force. Ça veut dire que si vous aviez une composante très très forte, l'union peut l'abîmer. Mais là, dans notre propos, cette convergence, c'est faire en sorte que toutes ces composantes s'unissent dans un même élan pour faire la même chose ensemble. Et cette même chose, c'est nous débarrasser des alliés. Merci, docteur. La conférence est arrivée à la fin. Votre dernier mot. Je suis désolé. Dernier mot, et puis on ferme. Ah ben je suis touché d'avoir à prendre cette parole. Je suis nouveau en politique, alors certains me pardonneront même à l'adresse. Je suis un professionnel, et je suis venu à la politique récemment pour la pure et simple raison, c'est que j'aime mon pays et que je pense avoir des solutions pour ce pays.
C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je dis au peuple comorien que le 16, ça doit être le début de la fin. Et je serai, comme nous tous ici, je serai à leur côté pour les encourager, pour faire en sorte que notre pays soit enfin libre. Voilà le dernier mot. Merci. On applaudit.